Pourquoi les automobilistes sont-ils si fâchés contre les cyclistes? Est-ce vraiment souhaitable un Québec sans auto? Pensez-vous que les piétons sont plus vertueux que le reste du monde? Ces derniers temps, on dirait qu'il est plus compliqué de parler de mobilité et de changement climatique sans que la discussion tourne mal. Ces tensions racontent évidemment quelque chose sur l'état de notre société, sa relation avec la voiture, notre manque d'options de mobilité durable et les inégalités croissantes qui divisent les grandes villes et les régions. Dans le cadre de sa stratégie de mobilisation pour l'action climatique 22-27, le ministère québécois de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs s'est justement penché sur la question. On a ainsi été mandaté à l'Institut du Nouveau Monde pour concevoir des activités participatives qui permettent d'identifier les conditions nécessaires à des dialogues climatiques qui soient bienveillants et pertinents. Pour ce faire, on a mené plus d'une vingtaine d'activités dans 7 régions du Québec et touché plus de 750 Québécoises et Québécois. L'objectif, faire croiser les regards et faire circuler les idées sur la mobilité du futur. Quel constat peut-on faire de la démarche et quel levier actionner? C'est ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode du Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde. Je suis Jocelyn Guillarmou et je reçois Rebecca Gélissire et Jérôme Laviolette. Bienvenue au Réverbère à tous les deux. Jérôme, tu es chercheur postdoctoral à l'université McGill et conférencier en mobilité des personnes. Tu t'intéresses particulièrement à la dépendance à la voiture et à l'utilisation de l'automobile solo. Rebecca, toi, tu es responsable des démarches collaboratives et des changements de comportement au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Tu es également coordonnatrice du groupe de travail sur la démotorisation pour le regroupement Transition en commun qu'on appelle aussi TEC. J'aurais voulu qu'on commence ce petit entretien pour parler de la culture de l'auto au Québec. C'est vrai que dans notre tournée du Québec, on a beaucoup entendu cette idée que la voiture individuelle fait partie de l'identité québécoise. D'où est-ce que ça vient cette idée et aussi cette dépendance à l'utilisation de la voiture solo et pourquoi cet attachement si fort psychologiquement et de manière identitaire à la voiture? D'abord, ça n'a pas toujours été comme ça au Québec. On n'a pas toujours été une province ou un pays construit autour de la voiture. Un jour, la voiture est arrivée dans nos vies quand il y avait des calèches, des trains, des vélos, des gens qui se promenaient à pied ou est-ce qu'on se déplaçait avec lenteur. Donc, il y avait eu une très grande résistance à l'arrivée de la voiture aussi. Et tout ce système automobile a été construit au cours des années, s'est développé autant sur le plan des infrastructures, mais aussi dans notre imaginaire collectif. Un des éléments qui fait en sorte que c'est aussi fort et aussi présent, c'est beaucoup la publicité. La publicité au Québec, c'est 15% du budget publicitaire de tout le Québec qui est consacré à la publicité automobile. C'est énorme. C'est énorme. C'est 15%, c'est beaucoup qu'on nous vend un sentiment de liberté, de confort, comme dans notre salon, de sécurité, de prestige social, de pouvoir réaliser toutes nos aspirations d'aller dans la forêt le week-end, clubber le soir. Donc, c'est vraiment un style de vie qui nous est vendu avec la voiture. Une sorte de construction politique et sociale, en fait. Oui, tout à fait, à coût de beaucoup de financement. Une publicité qu'on paye aussi. En fait, chaque fois qu'on achète un véhicule, on doit inévitablement payer pour cette publicité-là parce que c'est pas gratuit pour les manufacturiers automobiles de la faire. Donc, mais je pense qu'au-delà de la publicité, il y a aussi toute la culture populaire. Comment est-ce que dans les films, dans les séries télévisées, dans les romans, est-ce que la voiture nous est présentée de façon très avantageuse? Comment elle est normalisée? Au-delà des aspects justement symboliques et affectifs, c'est cette normalisation, cette banalisation d'un style de vie qui est entièrement orienté et dépendant de ce mode de transport-là. Finalement, c'est vraiment la confluence de l'aménagement du territoire, de la priorisation des infrastructures de transport automobile devant des infrastructures de transport collectif, par exemple, depuis des décennies, et la culture et les aspects symboliques et affectifs de l'automobile. Tout ça mis ensemble qui fait que pour beaucoup de gens, la voiture est un mode de transport essentiel pour participer à la vie en société. Donc, c'est dans ce temps-là qu'on parle de dépendance à l'automobile. C'est on ne peut pas participer adéquatement à la vie en société sans un automobile. Et après ça, c'est comment est-ce que on nous favorise aussi
on nous présente la voiture de façon avantageuse, de façon à ce que même des gens qui auraient d'autres options de mobilité vont continuer à voir la voiture comme le meilleur mode de transport pour eux, même si en pratique, objectivement, ces personnes-là ont d'autres options pour se déplacer dans leur quotidien. Il y a énormément de barrières, effectivement, à l'utilisation de moyens de transport alternatifs à la voiture. Oui, il y a des résistances psychosociales, mon char, c'est important, mais il y a aussi des raisons structurelles et des fortes inégalités entre les territoires, mais aussi entre les individus. Dit autrement, on n'est pas tous et toutes égaux face au transport durable au Québec. Comment est-ce que ces inégalités se manifestent concrètement, Jérôme? Je peux parler des inégalités territoriales. On le sait, il est possible de vivre sans voiture dans seulement quelques quartiers au Québec qui, souvent, sont des endroits qui coûtent de plus en plus cher parce qu'il y a une certaine attractivité de ce type de milieu de vie-là. Puis quand on parle de vivre sans voiture, c'est pas uniquement d'avoir un bon transport collectif, bien que c'est super important, mais c'est aussi avoir des commerces de proximité, pouvoir vraiment vivre sa vie de façon sécuritaire, agréable, sans devoir dépendre de l'automobile. Et après ça, on a tout un continuum, finalement, de territoires et d'offres de mobilité qui s'offrent à nous plus on s'éloigne des centres urbains. On a choisi de développer notre Québec de cette façon-là et donc, malheureusement, ça rend beaucoup de gens disponibles. Puis au niveau des individus, bien, c'est sûr que nos contraintes individuelles, que ce soit notre âge, notre genre, des limitations physiques qu'on peut avoir, viennent accentuer généralement des limitations de mobilité ou viennent accentuer finalement des déficits d'accessibilité qu'on subit moins si on est une personne parfaitement en forme là, qui pourrait se déplacer quand même dans des environnements qui n'ont pas nécessairement de transport collectif et ça sans voiture. Toi, Rebecca, tu le vis à l'échelle de la ville, tu le vois, ces inégalités. Comment ça se passe? Ben oui, tout à fait. Puis, Jérôme parlait des inégalités territoriales, mais ces inégalités territoriales sont aussi existantes au sein d'une même municipalité, d'une même ville. Si on prend l'île de Montréal, c'est pas la même chose si on habite au centre que dans les extrémités. Et c'est aussi la même chose si on habite proche du cœur du village urbain qu'à l'extérieur. Donc, les options de mobilité ne sont pas les mêmes. Et notamment le long de tout le métro, en fait. Tout à fait. À Montréal, on a la chance d'avoir un transport en commun structurant qui est quand même très bien développé. Mais aussi, même malgré ça, ces inégalités, Jérôme en a fait mention, mais ces inégalités-là sont aussi envers les gens. Donc, les femmes ont des inégalités qui sont différentes aussi que les autres. C'est encore elles qui sont plus responsables du care. Donc, elles ont des chaînes de trajet beaucoup plus longues qui peuvent être plus difficiles à faire en transport en commun de par comment le système a été construit, de ne pas pouvoir utiliser un billet pour reprendre le même autobus dans une autre direction si on a arrêté de faire l'épicerie ou chercher les enfants sur le trajet. Les femmes aussi à mobilité réduite, le système de transport en commun n'est pas accessible partout. Le système de transport adapté, qui est une forme de transport collectif qu'on parle rarement, est très déficient aussi pour ces personnes. Et aussi, bien, la voiture, il ne faut pas qu'on oublie, elle amène un sentiment d'insécurité dans la ville aussi. Donc, les gens sont de plus en plus dans leur voiture. C'est vendu comme un sentiment de sécurité, mais aussi un sentiment d'insécurité pour les gens qui sont à l'extérieur. On peut parler des jeunes, des personnes âgées aussi, mais aussi qu'on se retrouve seul dans les rues pour les femmes, les personnes racisées. Ça a un impact, ça amène une insécurité urbaine aussi, le fait d'avoir autant de véhicules. Et ça amène une égalité aussi. Est-ce que je veux me sentir en sécurité dans ma voiture? Si je ne me sens pas en sécurité à marcher dans les rues, dans mon quartier, même si c'est accessible. Et ça, c'est un élément important aussi à prendre en considération dans les inégalités. Je trouve que tu amènes un excellent point, Rebecca, c'est cette inégalité des conséquences et des externalités de l'automobile. On n'est pas tous égaux face à ces conséquences-là, que ce soit au niveau de l'accessibilité, mais aussi au niveau, par exemple, de la pollution de l'air. On le sait que l'air est plus pollué aux abords des grands axes routiers, aux abords de l'autoroute 40 à Montréal, par exemple. Ça fait partie de l'air la plus polluée de la province. Donc, qui habite malheureusement aux abords des grands axes routiers, les populations plus défavorisées. Il y a aussi des quartiers plus excentrés, par exemple, où le trafic automobile rend beaucoup plus dangereux, comme tu l'as mentionné, les déplacements à pied et à vélo. Donc, les personnes plus vulnérables sont davantage exposées à la violence routière. Donc, toutes ces inégalités-là face aux conséquences de l'automobile, finalement, c'est le système de transport qu'on a pu imaginer qui est le plus inéquitable. Surtout qu'on force beaucoup de gens à devoir acquérir, posséder et utiliser une voiture, ce qui coûte extrêmement cher. Et donc, sur qui repose ce fardeau-là? Sur les populations moins riches qui ne sont pas en mesure de pouvoir se déplacer aussi librement qu'ils le souhaiteraient, justement, parce que l'automobile coûte trop cher. Et malheureusement, doivent se rabattre à vivre souvent dans les quartiers moins bien desservis par les transports collectifs. Donc on a parlé de toute cette culture de l'auto, de certaines barrières en tout cas à la mobilité durable.
Le constat est un petit peu décourageant pour plusieurs, j'imagine, mais on ne va pas s'arrêter là, on va parler aussi des leviers d'action, parce que les citoyens et les citoyennes des dialogues climatiques de l'INM ont parlé de solutions structurelles importantes, et notamment l'idée d'investir dans le réseau des transports en commun. Nous avons aussi parlé de faciliter le transport actif, d'autres ont parlé de covoiturage, des voitures électriques. Pour vous, qu'est-ce que ça serait des leviers d'action vraiment structurels à prioriser pour amoindrir les inégalités face à la mobilité durable? Mais d'abord, tu as mentionné investir. Investir, c'est, Jérôme a mentionné, c'est quoi les externalités de la voiture aussi. On devrait investir dans les modes de mobilité durable, le transport en commun, comme un service indispensable collectif, au même titre qu'on investit dans un système de santé ou dans d'autres systèmes d'alimentation et autres, parce que ça a un impact positif collectif qui est hyper important de diminuer les impacts sur la santé. C'est aussi il y a une étude du HEC qui est sortie l'année dernière, justement, qui démontre le coût social de la voiture comparativement au transport en commun, comparativement au vélo et à l'auto. À pied, pardon. En vélo et à pied, on a un gain positif collectif à se déplacer ainsi. Donc, on diminue les coûts d'externalité, que ce soit de pertes économiques en étant pris dans le trafic. Là, c'est des raisons économiques aussi, de santé et autres, environnementales et plus. Donc, ça, c'est vraiment important. Et c'est ça, d'utiliser les bons leviers qui sont adaptés au territoire. On a parlé des inégalités territoriales. Les leviers sont multiples, mais ça doit être les bons leviers au bon endroit et pas une solution mur à mur qui peut être adaptée partout au Québec ou même partout dans certaines municipalités aussi. Je veux faire un point avec l'aménagement du territoire. Il faut qu'on arrime davantage le développement du transport, notamment du transport collectif avec l'aménagement du territoire. Il faut qu'on cesse d'étaler nos villes. Ça vaut pour le Grand Montréal, pour le Grand Québec, mais ça vaut aussi pour des villes plus petites. Il faut qu'on densifie à l'intérieur même des périmètres déjà urbanisés pour consolider les réseaux de transport existants. Ça va être En fait, c'est une occupation plus efficace du territoire qu'on a besoin et cet arrimage avec le transport collectif est absolument essentiel pour s'assurer que davantage de gens puissent le prendre. Donc, c'est pas juste de faire de la densité, c'est de faire de la densité bien réfléchie avec des commerces de proximité, avec des opportunités de combiner dans notre vie la marche, le vélo et le transport collectif pour se déplacer. Et oui, évidemment, l'automobile va demeurer essentielle. On ne peut pas espérer vivre sans automobile partout au Québec, même dans 50 ans. Donc, mais il faut s'assurer que cette dépendance à l'auto soit le plus minimisée possible. Que l'auto, ce soit pour certains déplacements ponctuels qui demeurent difficiles à faire autrement, mais que pour la majorité des gens, on ait d'autres options pour le quotidien qui ne dépendent pas de l'automobile en solo. Puis au-delà des solutions structurelles dont on a pu parler, les gouvernements réfléchissent aussi à mettre en place des incitatifs pour faire davantage payer les pollueurs et encourager peut-être des comportements plus durables. On a beaucoup parlé de la taxe carbone au Canada, mais il y a aussi des subventions, pourquoi pas, à l'achat de vélos ou de voitures électriques. Alors, ces types de solutions, ça fait beaucoup réagir dans la société. Ça a fait réagir les participantes et participants des dialogues climatiques. On a senti une forme de polarisation sur cette question. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives et est-ce que les incitatifs et ou les punitions ont des chances d'avoir une incidence vraiment positive sur le comportement de chacun et chacune? Oui, je pense que parce que ça vient changer la perception des coûts. Finalement, si on vient tarifer davantage l'automobile, il y a plusieurs mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour le faire, que ce soit au niveau de l'achat ou au niveau de l'utilisation. Si on vient tarifer l'automobile, surtout les plus grosses, les plus payantes, celles qui ont plus d'impact sur la société, d'impact négatif sur la société, bien, on envoie un signal de prix important aux citoyens et aux citoyennes que c'est peut-être pas le mode à encourager. Et à l'inverse, si pendant ce temps-là, on subventionne davantage et on favorise les autres modes de transport, par exemple, on peut penser à des subventions à l'achat de vélos à assistance électrique, de vélos cargo, de choses qui permettraient à des familles d'acquérir ce type de moyens de transport qui coûtent très cher, mais qui n'ont présentement aucune subvention. Il y a eu des subventions pendant longtemps aux véhicules électriques. Là, ça semble venir à bout. On peut critiquer, je pense, l'approche qui a été choisie, c'est-à-dire qu'on remet de l'argent gouvernemental aux gens pour s'acheter un véhicule. Donc, on contribue finalement à accentuer notre dépendance à ce mode de transport-là, bien qu'il soit électrique. On comprend évidemment que tout le monde ne peut pas se reposer sur le transport collectif partout, mais ça demeure que
on ne l'a pas fait à coût nul. C'est de l'argent qu'on n'a pas investi, par exemple, dans le réseau de transport collectif. Ces milliards qu'on a investi, ces centaines de millions, pardon, qu'on a investi dans subventionner l'achat de véhicules privés automobiles. Est-ce qu'on aurait pu le faire à coût nul? Est-ce qu'on aurait pu le faire en taxant davantage les véhicules à essence et donc rendre plus avantageux les véhicules électriques comme le font certains pays d'Europe? On pense à la Norvège, par exemple. Ça aurait peut-être été une meilleure solution. Mais donc, oui, cette idée de carotte et bâton est très, très importante, mais je pense qu'il y a un ordre dans lequel on doit faire les choses pour s'assurer qu'il ne faut pas que les gens sentent qu'ils sont pris à la gorge puis que finalement, on vient complètement restreindre leur liberté en mettant des bâtons sans avoir mis des carottes intéressantes en même temps. Puis la meilleure des carottes, c'est de meilleures alternatives à l'automobile. Puis ça vient certainement aussi pénaliser certains types de populations, ce genre de sanctions. Bien, tout à fait. Mais ça a été démontré que les initiatives puis les punitions, comme tu as mentionné, ont un impact là, sur les changements de comportement, mais pas à eux seuls, comme Jérôme le dit. Ça doit être attaché à d'autres choses, à d'autres actions. Ça doit être attaché aussi au bon comportement qu'on veut avoir. Tu sais, Jérôme a parlé de les incitatifs pour l'achat de véhicules électriques. C'est important que les gens fassent le switch vers le véhicule électrique plutôt que le véhicule à essence quand ils sont rendus là. Mais c'est aussi important qu'ils se départissent de leur véhicule, de leur deuxième, troisième ou unique véhicule selon où on vit il n'y a jamais eu autant de chars aujourd'hui au Québec. Oui, mais on pourrait avoir des incitatifs à se départir d'un véhicule plutôt qu'à s'en acheter un deuxième. Donc, c'est aussi de mettre les incitatifs sur les bons comportements qu'on veut avoir collectivement pour une mobilité durable. Mais ça ne peut pas juste être ça. Ça ne peut pas juste être de l'aménagement, ça ne peut pas juste être des incitatifs, ça ne peut pas juste être des punitions. Il y a d'autres types de leviers qui existent, qui doivent être mis en place de façon systématique dans nos infrastructures, en accompagnement de nos infrastructures pour accompagner les changements de comportement, pour changer le narratif qu'on a parlé au début. On est dans un narratif de l'auto solo, la place à l'auto et tout. Mais ce narratif-là, il peut être influencé en valorisant aussi et en amenant le même sentiment d'attachement aussi à d'autres modes de mobilité. Ça, c'est d'autres leviers qui doivent être utilisés et mis de l'avant pour que ça puisse fonctionner. On ne peut pas se limiter à des incitatifs et des punitions non plus. Le style de vie standard qu'on voit en Amérique du Nord est largement orienté sur l'automobile. On oriente l'ensemble de notre vie sur le fait qu'on a une accessibilité en automobile, le fait qu'on possède un ou plusieurs véhicules pour notre ménage. Mais donc, comme Rebecca dit, je pense que ce qu'on ne fait pas assez actuellement au Québec, c'est quelque chose que je répète depuis plusieurs années maintenant à travers mes conférences, c'est comment on vend différemment des narratifs de mobilité pour mettre de l'avant, pour montrer que c'est possible finalement de pouvoir se déplacer à vélo, même avec des enfants, que c'est possible de pouvoir intégrer davantage le transport collectif dans notre quotidien. Juste d'illustrer ces possibilités-là, c'est déjà un pas énorme. Je pense par exemple à une campagne marketing publicitaire qu'a faite Vélo Québec au cours de l'année 2024 sur les vélos cargo. Comment est-ce que des familles, par exemple, dans différents contextes territoriaux au Québec, peuvent intégrer le vélo cargo pour être capables de déplacer leurs enfants et réaliser des déplacements dans leur municipalité. C'est quelque chose que quand on ne le voit pas, quand il n'y a personne autour de nous qui se déplace de cette façon-là, on ne peut même pas imaginer que c'est une option. Donc, quand on dit les gens ont besoin de plus d'options, mais il faut aussi qu'ils sachent que ces options-là sont disponibles. Puis en appui évidemment à ça, il faut qu'on ait par exemple des infrastructures sécuritaires pour que les mères se sentent en sécurité d'aller reconduire leurs enfants en vélo cargo à la garderie, à l'école primaire. Donc c'est tout un ensemble de mesures qui doivent être mises en place, mais ça part de ces narratifs-là qu'on doit mettre de l'avant pour qu'ils soient plus positifs, qui ne dépendent pas de l'automobile, montrer des styles de vie moins dépendants de l'automobile. Je pense que c'est critique et essentiel. On doit identifier des solutions, des façons de le faire de façon systématique dans le développement de nos alternatives au Québec. Puis, je peux me permettre, ça existe. 30 % de la population à Montréal n'a pas de véhicule. Les déplacements vers le centre-ville de Montréal, c'est 70 % qui ne se font pas en véhicule, mais pourtant, quand il se passe des constructions, on dit qu'on ne pourra plus accéder au centre-ville à cause des voitures, mais il y a juste 30 % des gens qui y vont en voiture. La majorité des gens y vont déjà sans véhicule. Ça existe déjà. Ce n'est pas des spéculations de ce qui pourrait être fait et d'un monde qu'on pourrait imaginer. Ce sont des choses, des déplacements qui existent, des modes de vie existants. Puis là, j'ai parlé de Montréal, mais ça existe aussi. Ça existe des gens qui habitent à Chicoutimi avec une voiture, mais il faut les mettre de l'avant. C'est pas toujours simple, puis de partager aussi nos trucs pour changer nos habitudes de mobilité. Un des nœuds que l'on vit certainement, c'est la forme de polarisation qui existe sur cet enjeu. Avec les dialogues climatiques, on a pu constater que c'est difficile
de mobiliser puis de rassembler autour de la question très large des changements climatiques. Notre équipe sur le terrain a même décidé de faire un changement de tactique, puis on a essayé d'aller davantage sur la discussion sur le transport qui permettait de favoriser une meilleure participation des gens qu'on rencontrait. L'objectif, c'était aussi de susciter une forme d'empathie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des gens de Montréal de poser des questions à des gens en Gaspésie, puis inversement, à des gens de Gaspésie de poser aussi des questions à Lévis, et ainsi de suite. Donc, ça nous a permis de créer cette forme d'empathie, de se mettre dans la place de l'autre qui vit une réalité un petit peu différente en région. Comment est-ce que pour vous, on peut faire ouvrir ces discussions de manière efficace et bienveillante sur la mobilité durable et sur nos habitudes de transport? Peut commencer. Une des approches, c'est vraiment de partir des besoins des gens. Quels besoins de mobilité les gens ont pour leur permettre de participer à la vie en société. Ce qui est un fondement de notre société, c'est de pouvoir participer à la vie, de pouvoir travailler, de pouvoir participer à des activités de loisirs, de pouvoir finalement être heureux. Mais comment est-ce que la mobilité peut répondre à ça? Comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là à être moins dépendants de l'automobile pour leur déplacement? Donc, ouvrir cette question-là en disant c'est quoi vos besoins? Je pense que c'est une première porte d'entrée qui ne suscite pas une polarisation en partant de cette façon-là. Donc, je pense que c'est la première approche. Partager des constats, en fait. Exact. Mm-hmm. Puis tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est l'empathie. Quand on parle avec les gens aussi, d'arriver à se mettre dans la réalité des gens, nos réalités individuelles, familiales ne sont pas les mêmes non plus pour nos besoins de déplacement. C'est important de le prendre en considération. Puis je pense aussi que c'est plus collectivement qu'individuellement, comment on amène ce sujet-là. Vous l'avez mentionné en début, vous parlez de changement climatique et de mobilité. Bien, la diminution de la place de la voiture, l'utilisation de modes durables a d'autres impacts que juste les changements climatiques, malgré qu'ils soient importants, mais il y a plein d'autres impacts bénéfiques individuellement sur la santé, le stress, même le psychologique, en fait, de diminution de stress, de faire du sport, de bouger. Donc, il y a plein d'autres aussi avantages que les changements climatiques qui parfois peuvent, malgré qu'ils soient importants, peuvent paraître quand même abstraits et difficiles à comprendre, sauf quand on a des aléas climatiques. Donc, il y a plein d'avantages individuels, la sécurité des enfants, il y a plein d'autres éléments qui peuvent être mis de l'avant aussi. La sécurité des enfants, c'est un des points qui peut vraiment... Parce que les gens s'entendent... On en a beaucoup parlé en plus autour des écoles à Montréal notamment. Je pense qu'on doit canaliser encore plus nos énergies là-dessus parce que là, je pense qu'il y a un filon à suivre. Les Pays-Bas, qu'on cite souvent en exemple dans le monde comme étant un des endroits avec le meilleur urbanisme, les meilleures offres de mobilité, c'est là où c'est le plus sécuritaire de se déplacer à vélo. L'un des catalyseurs de ces transformations urbaines qui font depuis 50 ans, ça a été justement la sécurité des enfants. Dans les années 70, à cette époque-là, partout, les collisions routières étaient beaucoup plus importantes et donc, c'est vraiment ce qui leur a permis de créer un mouvement citoyen et de demander à leurs décideurs, à leurs élus, de mettre en place des aménagements, des villes qui soient plus conviviales pour les gens à pied et à vélo et que leurs enfants cessent de mourir sur les routes. Donc, je pense qu'on doit canaliser ces demandes-là des citoyens. Je donne un exemple très simple. Là, 80% des gens à peu près sont en accord avec, 85% des gens sont en accord avec l'idée que dans des zones scolaires, la vitesse devrait être pas plus que 30 km/h. Ça nous donne, OK, parfait, mais une vitesse affichée, c'est pas toujours respecté. Comment on fait les aménagements, par exemple, pour respecter ça? Puis une fois qu'on va avoir plus de sécurité, les enfants vont pouvoir marcher, se rendre à l'école à vélo. Ça va avoir un effet aussi sur leurs parents. Donc, je pense qu'on a une porte d'entrée intéressante là, pour commencer à transformer les comportements de mobilité. Ça me fait évidemment penser au mouvement des Mères au front qui va chercher justement cette émotion qui peut être suscitée quand on parle des enfants. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de vraiment marquant quand on parle de nos enfants? Parce qu'on veut tous les protéger, on veut tous qu'ils aient un avenir heureux. Puis je vais rajouter un autre point aussi sur une des clés, je pense, c'est vraiment de comprendre le contexte territorial. Je pense que vous l'avez fait en allant dans plusieurs régions du Québec. Pour moi, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'à la fois les besoins, mais aussi les solutions qu'on met en place dans Rosemont-Petite-Patrie, sur le plateau Mont-Royal ou à Saint-Jean-Baptiste à Québec ne sont pas du tout les mêmes solutions qu'on va mettre à Saint-Élie-Caxton, à Carleton-sur-Mer en Gaspésie, peu importe, je pourrais nommer plein d'autres situations comme ça, ou encore à Sherbrooke dans des villes de taille moyenne. Chaque région, chaque municipalité, chaque banlieue a ses contextes différents et donc les gens doivent sentir qu'on les écoute dans leur contexte et qu'on va proposer des solutions
qui répondent à leurs besoins dans leur contexte territorial, dans leur contexte d'offre de transport actuel. Donc, c'est vraiment important de pouvoir voir, OK, comment est-ce qu'avec les citoyens de chacun de ces endroits-là, on est capable de mettre en place des solutions de mobilité qui vont répondre à leurs besoins, qui ne sont pas calqués sur ce qu'on voit, dans d'autres milieux. Et pour conclure cet épisode, j'aurais aimé qu'on partage quelques conseils, quelques derniers conseils pour mobiliser vraiment la population et notamment les jeunes sur le transport durable. Un défi. C'est en effet comment est-ce que. Je pense que ça repart de là. Je veux dire, si l'auto a encore cette attractivité, parce que l'auto est encore vu comme un symbole de liberté, comme un symbole de réussite, comme un symbole de regardez, moi, je suis jeune, j'ai 19 ans, je suis capable de me payer ma voiture. C'est un enjeu parce que ça n'envoie pas les bons signaux. Puis on va vouloir imiter nos pères, puis aussi avoir notre voiture. Donc, comment est-ce qu'on montre que le vélo, par exemple, peut être un outil de liberté énorme? Comment est-ce que le transport collectif peut être un outil de liberté énorme, puis qu'on fait notre part pour la société en faisant ça. Donc, arriver à construire des narratifs positifs qui vont attirer les jeunes à ça, puis aussi les intéresser. Je pense que le transport, c'est vraiment un sujet d'avenir. Si vous cherchez une carrière, moi, je veux dire, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait un doctorat, mais j'ai fait un bac aussi en génie des transports. Les transports peuvent être abordés de toutes sortes de professions et de domaines différents. Et je pense qu'on a tellement de défis qu'il y a quelque chose à faire là, d'attirer les jeunes vers ce sujet-là, parce que c'est des solutions qui vont tous nous toucher. Parce que comme vous êtes partis là-dessus, c'est parce que ça nous touche tous. On a tous à se déplacer dans notre quotidien. Donc, j'ai pas les solutions miracles, mais je pense que ça peut être des points de départ. Mais je pense aussi qu'il y a plusieurs leviers. On parle beaucoup des compétences. On peut construire des pistes cyclables. Il faut savoir faire du vélo, mais savoir faire du vélo puis être à l'aise dans un environnement urbain, ça peut s'apprendre aussi dès le primaire. Ça peut s'apprendre dans des cours d'éducation physique. Il faut que ça soit nourri aussi d'avoir envie de se déplacer autrement, de vouloir marcher et autres. Donc, ça peut commencer aussi déjà dans les cours d'éducation physique et autres. Il y a déjà plein de programmes qui existent dans les municipalités à ce niveau-là. Par la suite, bien aussi, on fait souvent ce parallèle-là. J'aime pas toujours ça, mais je vais le faire quand même. Quand on a fait le plus grand changement de comportement, c'est avec la cigarette. Mais on a attribué au fait de ne pas fumer l'effet de coolness, de cool, qui était avant attribué à fumer la cigarette. Donc, c'est ce switch qui a été fait d'une manière de marketing social aussi, mais que c'est un peu la même chose aussi avec la voiture. Comment est-ce qu'on peut attribuer ces sentiments de contrôle, de liberté, de ce que Jérôme a mentionné, au vélo? Mais ça, il faut que ça soit fait. C'est collectivement, ça a été fait. C'est pas une campagne spécifique d'une organisation qui a permis ça. Donc, c'est vraiment d'utiliser une multitude de leviers pour pouvoir y parvenir. L'éducation sur le coût réel de la voiture, que ça nous coûte individuellement, mais aussi collectivement. Je pense que beaucoup de gens qui rentrent dans le marché du travail ou dans un milieu universitaire ou au cégep pourraient, sur le plan budgétaire, c'est intéressant de se dire que tu peux économiser genre 10, 15, 12 000 $ dans ton année. Donc, c'est tout l'aspect systémique de comment est-ce qu'on l'amène aussi, mais c'est un changement de société qui doit arriver. Ça ne se repassera pas juste par les jeunes. Donc, tu as mentionné, Rebecca, la cigarette. Je trouve ça intéressant parce qu'on a fait quelque chose avec la cigarette, c'est qu'on a changé la norme sociale par rapport à celle-ci. On l'a rendu indésirable. Les gens, tout le monde s'entend aujourd'hui que la cigarette n'est pas une bonne chose pour la société, n'est pas une bonne chose individuellement. Et donc, ce changement de norme a ensuite rendu possible des transformations majeures dans la réglementation qui fait que maintenant, il est plus possible de fumer dans beaucoup d'endroits publics. Ces réglementations-là, on n'aurait pas été capable de les mettre en place s'il n'y avait pas eu ce changement de norme sociale. Donc, je pense qu'on doit faire la même chose pour l'automobile. Je ne dis pas qu'il faut interdire l'automobile, mais souvent dans des milieux déjà construits, mettre en place des voies réservées pour autobus, mettre en place des infrastructures cyclables demande d'enlever de l'espace à l'automobile inévitablement parce que l'espace est contraint dans les villes. Et donc, pour le faire, on vient finalement piler sur la place que l'automobile. Et pour ça, il faut changer sa norme sociale pour que ça passe plus facilement. Il va toujours y avoir de la grogne, c'est certain, mais je pense qu'il faut être ambitieux puis se dire que, comme la cigarette, il n'y a personne qui va souhaiter retourner en arrière. Lorsqu'on transforme des milieux de vie, lorsqu'on les rend plus conviviables, plus agréables, moins dépendants d'automobile, c'est rare que les gens veulent retourner en arrière. Donc, je pense que c'est là qu'il faut s'en aller. Il faut garder cette vision-là, même s'il va y avoir certaines personnes qui vont être opposées. Il faut penser qu'on le fait pour le bien commun.
Voilà. Comprendre les défis collectifs, investir avec ambition, dialoguer positivement et changer le narratif sur les normes sociales. Je retiens ça. Merci beaucoup Rebecca Gélissir, Jérôme Laviolette, merci d'avoir allumé notre réverbère. Cet épisode a été réalisé par les dialogues climatiques de l'INM qui sont soutenus financièrement par le gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte 2030 et qui vise à sensibiliser et à accélérer la transition climatique. Les épisodes du Réverbère sont disponibles sur notre site internet inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.